Le soir du Nouvel An, 1999, à Del Rio, Texas, l'air était chargé des promesses d'un nouveau millénaire. Les rues tranquilles de cette ville frontalière respiraient une quiétude presque assourdissante, où les échos lointains de quelques célébrations anticipées se perdaient dans la fraîcheur de la nuit. Derrière les murs d'une maison ordinaire, une famille dormait, bercée par un sentiment de sécurité que seule la familiarité du foyer peut offrir. Mais dans l'ombre, une silhouette se déplaçait avec une aisance prédatrice, un spectre silencieux dont l'intention n'était pas le vol, mais la récolte de vie. Il ne cherchait ni argent, ni bijoux, mais quelque chose de bien plus fondamental et terrifiant. Chaque craquement de plancher, chaque souffle retenu était une note dans une symphonie macabre qui s'apprêtait à éclater, transformant le rêve d'un avenir radieux en un cauchemar sanglant et inoubliable. Le mal s'était invité sans frapper, portant avec lui une obscurité qui allait bientôt tout consumer. Au cœur de la maison endormie, dans une chambre partagée par deux jeunes amis, l'innocence allait être sauvagement fauchée. Kylene Harris, 13 ans, et son amie Crystal Searle, 10 ans, dormaient profondément, perdus dans les rêves de leur jeunesse. C'est là que le prédateur a frappé. Armé d'un couteau de boucher, il a déchaîné sa fureur sur les corps endormis avec une brutalité insensée. Kylene, réveillée en sursaut, a lutté avec la force désespérée d'une survivante, ses mains tentant vainement de repousser la lame qui s'acharnait sur elle. Mais la violence était trop écrasante, trop soudaine. À côté d'elle, Crystal a senti une douleur fulgurante et glaciale à la gorge, une coupure profonde qui aurait dû lui être fatale. Le silence qui a suivi n'était rompu que par le son guttural du sang, une ponctuation horrible, à un acte d'une cruauté absolue. Dans un acte de survie qui défie l'imagination, Crystal Searle, la gorge tranchée et baignant dans son propre sang, a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Alors que l'agresseur la croyait morte, elle a maîtrisé sa douleur et sa terreur, restant parfaitement immobile. Chaque seconde était une éternité, son esprit d'enfant luttant contre l'obscurité grandissante. Une fois l'homme parti, mue par une force insoupçonnée, elle s'est relevée, ensanglantée, chancelante. Elle a couru dans la nuit noire et glaciale, jusqu'à la maison voisine, martelant la porte de ses petites mains poisseuses. Ce n'était plus une simple victime, elle était devenue une témoin, la survivante dont le courage allait mettre un nom et un visage sur une série d'horreurs indicibles. L'homme qu'elle identifierait bientôt était Tommy Lynn Sells, le tueur nomade qui laissait derrière lui une traînée de cadavres d'une côte à l'autre des États-Unis. Tommy Lynn. Sells était un fantôme sur les routes d'Amérique, un homme sans attache ni racines, né à Oakland, en Californie, en 1964. Sa vie était un long voyage sans destination, une errance perpétuelle à bord de trains de marchandises ou sur le siège passager de voitures de parfaits inconnus. Il était une ombre qui traversait les paysages, se fondant dans l'anonymat des aires de repos et des villes de passage où il effectuait des petits boulots précaires. Il n'avait ni domicile fixe, ni emploi stable, vivant en marge d'une société dont il refusait les codes. Son apparence physique, lorsqu'il fut finalement arrêté, témoignait de cette existence nomade. Un visage émacié, buriné par le vent et le soleil, et des yeux d'un vide glaçant qui semblait avoir tout vu sans jamais rien ressenti. Cet homme était le prédateur insaisissable par excellence, dont le terrain de chasse était la totalité d'un pays qui ignorait son nom, mais connaissait déjà sa fureur. Derrière le masque du vagabond se cachait une histoire personnelle d'une noirceur abyssale. L'enfance de Sells fut une litanie de traumatismes, un terreau fertile de négligence, d'abus et d'abandon qui a semé en lui les graines d'une rage inextinguible. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à une violence et une indifférence qui ont brisé sa capacité à nouer des liens affectifs sains. L'abus de substances, commencé dès l'adolescence, n'était qu'une tentative désespérée d'anesthésier une douleur intérieure insupportable, une blessure béante qu'il finirait par retourner contre le monde extérieur. Il n'y a pas d'excuse à la monstruosité de ses actes, mais il y a une genèse. La transformation d'un enfant brisé en un prédateur dénué de remords est une terrifiante exploration de la manière dont la douleur, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut se métastaser en une pure malveillance, créant un monstre à l'image des démons de son passé. Les motivations de Tommy Lynn Sells étaient aussi chaotiques et insaisissables que son mode de vie. Il se surnommait lui-même le « Coast-to-Coast Killer », un titre narcissique qui révélait la fierté qu'il tirait de son œuvre macabre. Ces crimes n'étaient pas des actes de nécessité, mais des démonstrations de pouvoir absolu et de contrôle.
Il tuait pour le plaisir sadique d'infliger aux autres la souffrance qu'il portait en lui, pour voir la peur dans leurs yeux, pour être le maître de leur destin. L'absence de schéma clair dans le choix de ses victimes ou de ses méthodes rendait ses attaques d'autant plus terrifiantes. C'était un prédateur opportuniste, frappant au hasard, mu par une impulsion de violence pure et un manque total d'empathie. Sa seule motivation semblait être une haine profonde et un ressentiment envers un monde qui, selon lui, l'avait rejeté depuis le début. Les victimes de Sells étaient le reflet tragique de sa nature chaotique. Elles n'avaient en commun que leur vulnérabilité, le malheur d'avoir croisé sa route au mauvais moment. De la jeune Kayleen Harris, une adolescente de 13 ans pleine de vie, à son amie Crystal Searle, 10 ans, dont l'innocence a été fauchée, le spectre de ses proies était large et imprévisible. Il y avait des familles entières, comme les Dardeen en Illinois, Keith, son épouse Hélène, enceinte, et leur fils de 3 ans, Peter, tous massacrés dans leur sanctuaire domestique. Il y avait des individus solitaires, des femmes qui lui avaient offert leur aide, des gens ordinaires menant des vies tranquilles, complètement inconscients du mal qui se rapprochait. Ils étaient le visage de la normalité, des personnes que nous connaissons tous, ce qui rendait ces crimes si profondément dérangeants. N'importe qui pouvait être sa prochaine cible. Au-delà des faits bruts et des noms, il y a le coût humain, une dévastation qui s'étend bien au-delà des scènes de crime. Kayleen n'était pas qu'un nom dans un dossier. Elle était une fille, une sœur, une amie dont le rire ne résonnerait plus jamais dans les couloirs de son école. Les Dardeen n'étaient pas une simple statistique macabre. Ils étaient une famille pleine de rêves, attendant la naissance d'un nouvel enfant, un avenir anéanti, en une seule nuit de violence insensée. Chaque vie prise par Sells a laissé un vide immense, un cratère de chagrin dans le cœur de leurs proches. Explorer leur histoire, c'est donner un visage et une âme à ceux qui ont été réduits au silence. C'est comprendre que derrière chaque gros titre se cache une tragédie personnelle, une douleur durable et une quête désespérée de justice qui hante les survivants pour le reste de leur vie. La piste sanglante de Tommy Lynn Sells ne commence pas à Del Rio, mais bien avant, dans les années 1980. C'est à cette époque qu'il entame sa vie d'errance, devenant un prédateur nomade, dont les crimes resteraient longtemps non résolus. Traversant les États-Unis en autostop ou à bord de trains de marchandises, il laissait derrière lui une série d'agressions, de viols et de meurtres qui déconcertaient les forces de l'ordre local. À une époque antérieure aux bases de données ADN centralisées et à la communication instantanée entre les États, Sells était un fantôme. Il pouvait commettre un acte d'une violence inouïe dans une petite ville du Missouri et le lendemain se trouver à des centaines de kilomètres de là, en Floride, redevenant un simple visage anonyme dans la foule. Ses premières années ont établi son mode opératoire. Une violence explosive et opportuniste, suivie d'une disparition rapide, laissant les enquêteurs avec des pièces de puzzle isolées et aucune piste tangible. Un exemple terrifiant de sa brutalité précoce est le massacre de la famille Dardeen, le 18 novembre 1987, à Ina, dans l'Illinois. Ce crime, d'une cruauté presque inimaginable, est resté une énigme pendant plus d'une décennie. Keith Dardeen, son épouse Elaine, enceinte de plusieurs mois, et leur fils de 3 ans, Peter, ont été retrouvés sauvagement battus à mort dans leur maison. L'horreur a atteint son paroxysme lorsque les enquêteurs ont découvert que le bébé d'Hélène, une petite fille, était né pendant l'attaque, pour être ensuite assassiné à son tour. La scène de crime était un chaos de violence, un sanctuaire familial transformé en abattoir. Pendant des années, l'affaire a hanté la police et la communauté locale, un témoignage glaçant de la capacité du mal à frapper sans raison apparente, laissant derrière lui une question obsédante. Qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? Pendant la décennie qui a suivi le massacre des Dardeen, de 1988 à 1998, Tommy Lynn Sells a continué son périple mortel à travers le pays, demeurant une menace invisible. Il a confessé plus tard avoir commis des dizaines de meurtres durant cette période, beaucoup restant non confirmés. Il profitait des failles d'un système incapable de relier les points entre des crimes similaires, commis dans des juridictions différentes. Un meurtre non résolu dans le Kentucky, une disparition inquiétante au Nevada, une agression brutale au Tennessee. Pour les polices locales, il s'agissait souvent d'incidents isolés. Pour Sells, c'était la continuation de sa guerre personnelle contre le monde. Il était l'incarnation de la peur de l'étranger, le monstre qui pouvait surgir de nulle part, détruire des vies, puis se fondre à nouveau dans l'immensité du paysage américain, totalement indétectable.
La nuit du 31 décembre 1999, le destin a conduit Sells à Del Rio, au Texas. L'atmosphère de fête et d'espoir qui enveloppait la ville pour le passage au nouveau millénaire n'était pour lui qu'un décor. De son point de vue, la maison de la famille Harris n'était qu'une cible d'opportunités, un lieu de chaleur et de lumière qui contrastait avec le vide froid de son existence. Il a observé, attendu, puis s'est glissé à l'intérieur avec la furtivité d'un loup. Chaque pas à l'intérieur de ce foyer endormi était une violation, une profanation d'un espace sacré. Il ne le savait pas encore, mais cet acte, qui devait être un autre crime anonyme dans sa longue liste, serait le dernier. Cette nuit-là, sa chance allait tourner, non pas à cause d'une erreur de sa part, mais à cause du courage inimaginable d'une de ses victimes. L'attaque dans la chambre des filles fut d'une rapidité et d'une violence foudroyante. Armé de son couteau, Sells s'est jeté sur Caylen Harris et Crystal Searle sans un mot. La lutte de Caylen fut brève, mais acharnée, un dernier acte de défi désespéré face à une force malveillante et écrasante. Elle a succombé à ses blessures, devenant une autre victime silencieuse de sa fureur. Crystal, à côté, a reçu une blessure à la gorge si profonde qu'elle aurait dû être instantanément fatale. Le silence qui s'est abattu sur la pièce après l'agression était lourd, absolu. Sells, la croyant morte comme son amie, s'est retiré, laissant derrière lui une scène d'horreur pure. C'était le point culminant de sa carrière criminelle, un acte de brutalité qui, il le pensait, resterait impuni comme tant d'autres avant lui. Mais dans le silence sanglant de la chambre, un miracle s'est produit. Crystal Searle, 10 ans, était en vie. Luttant contre la douleur, le choc et une terreur paralysantes, elle a fait preuve d'une présence d'esprit extraordinaire en faisant la morte. Après le départ de Sells, une volonté de vivre primale a pris le dessus. Elle s'est relevée, chancelante, et a accompli l'impensable. Couverte de sang, elle a couru à travers la nuit froide, laissant une traînée rouge sur le sol, jusqu'à la porte d'un voisin. Ses coups frénétiques sur cette porte étaient plus qu'un appel à l'aide, c'était un acte d'accusation. Ce n'était plus seulement une victime, mais la messagère de la justice. Sa survie et sa fuite héroïque ont brisé le cycle de violence de Sells, transformant le prédateur en proie pour la toute première fois. L'arrivée de Crystal chez le voisin a déclenché une réponse policière rapide et intense. Pour une fois, les enquêteurs n'étaient pas confrontés à une scène de crime silencieuse, mais à un témoin oculaire vivant et capable de parler. Malgré son état critique, la jeune fille a fourni une description précise et détaillée de son agresseur, un portrait robot qui est devenu l'arme la plus puissante de la police. Diffusé rapidement, ce portrait a généré un tuyau crucial. Au début du mois de janvier 2000, quelques jours seulement après l'attaque, la police a localisé et arrêté Tommy Lynn Sells. La capture de ce monstre, qui avait terrorisé le pays pendant près de 2 décennies, s'est déroulée sans drame, presque banalement. Le fantôme venait de prendre corps, et le filet, après des années de trous béants, venait enfin de se refermer sur lui. Une fois en garde à vue, les vannes se sont ouvertes. Confronté aux preuves et peut-être à la futilité de nier, Sells a commencé à parler, froidement, de manière détachée et parfois même avec vantardise. Il a confessé une litanie de crimes qui a stupéfié les détectives les plus endurcis. Il a relié les points que personne n'avait pu connecter, s'attribuant des meurtres non résolus dans plusieurs États, dont le tristement célèbre massacre de la famille Dardeen. Les enquêteurs ont réalisé qu'ils n'avaient pas seulement arrêté l'agresseur de Del Rio, mais l'un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus impitoyables de l'histoire américaine. Son règne de terreur était terminé. Le 3 avril 2014, Tommy Lynn Sells a été exécuté par injection létale au Texas, mettant un point final à sa vie de violence et de destruction. Imaginons un instant être dans l'esprit de Tommy Lynn Sells, une nuit ordinaire sur la route, le silence d'une rue de banlieue endormie, où chaque maison est un cocon de tranquillité. Mais pour lui, c'est un terrain de chasse. Son regard est attiré par un détail, une fenêtre laissée entr'ouverte, une porte de jardin mal fermée, un signe de vulnérabilité. La tension monte non pas par la peur, mais par l'anticipation froide et méthodique du prédateur. Il ne ressent pas de colère, mais une sorte de calme glaçant, une concentration absolue sur la tâche à venir. Le poids de l'arme dans sa poche est un réconfort, une promesse de la puissance qu'il s'apprête à exercer. Cette immersion dans sa perspective crée un suspense insoutenable, car le spectateur sait ce qui va arriver, tandis que de l'autre côté du mur, des vies insouciantes sont sur le point de basculer dans l'horreur la plus totale.
Le suspense se nourrit également des occasions manquées, de ces moments où le destin aurait pu basculer. Des mois avant le drame de Del Rio, dans un autre État, un officier de police interpelle Sells pour vagabondage. Il vérifie son identité, ne trouve aucun mandat d'arrêt actif à son nom et le laisse repartir avec un simple avertissement. L'officier ne pouvait pas savoir qu'il venait de laisser partir un homme qui, quelques jours plus tôt, avait assassiné une femme dans une ville voisine. Une autre fois, une femme qui lui avait offert un café dans un relais routier a ressenti un profond malaise, une intuition qui l'a poussé à couper court à la conversation et à partir rapidement. Ces « et si » sont déchirants. Ils créent une tension rétrospective, soulignant à quel point le hasard et la chance ont joué un rôle dans sa longue carrière criminelle, laissant le spectateur avec un sentiment frustrant d'impuissance. La salle d'interrogatoire devient une arène de guerre psychologique. D'un côté, un détective chevronné, cherchant la vérité. De l'autre, Sells, calme, détaché, presque ennuyé. La tension est palpable dans le silence qui s'installe entre les questions et les réponses. Sells ne crie pas, il ne se débat pas. Il raconte les meurtres les plus horribles, avec le ton d'un homme qui décrit sa journée de travail. « Oui, c'est moi qui ai fait ça », dit-il avec un haussement d'épaule, avant de décrire un détail si précis et si brutal qu'il glace le sang du policier. Puis il se ferme, jouant avec les nerfs des enquêteurs, offrant une confession en échange d'un soda ou refusant de parler d'un cas spécifique. Ce n'est plus une simple interview, c'est une joute psychologique où le monstre, même enchaîné, tente de garder le contrôle jusqu'au bout. Le suspense prend une autre forme, plus intime et poignante, à travers les yeux de Crystal Surle. Dans sa chambre d'hôpital, ou face à un psychologue bienveillant, elle doit replonger dans le cauchemar. Sa mémoire n'est pas linéaire, mais fragmentée, une mosaïque de sensations terrifiantes. Elle se souvient de l'odeur étrange de l'homme, une odeur de saleté et de cigarettes froides. Elle se souvient du reflet de la lumière sur la lame du couteau, un éclat argenté dans l'obscurité. Elle se souvient du silence, un silence assourdissant après la brève lutte de son amie Kayleen. Chaque fragment est une porte qui s'ouvre sur l'horreur brute, et la tension naît de la lutte de cet enfant pour articuler l'inarticulable, pour donner un sens à un acte insensé. Le spectateur retient son souffle, à la fois admiratif de son courage et terrifié par le traumatisme qu'elle doit revivre. Même après ses aveux, le suspense demeure. Dans un bureau d'enquête, une grande carte des États-Unis est accrochée au mur, parsemée de punaises de différentes couleurs. Chaque punaise représente un meurtre, une disparition, une affaire non résolue que les aveux de Sells pourraient potentiellement élucider. Les détectives travaillent sans relâche, recoupant ces déclarations avec des rapports vieux de 10 ou 15 ans. Une confession est confirmée, reliant Sells au meurtre d'une jeune femme en Arizona, mais une autre, concernant un homme au Kentucky, manque de preuves tangibles. Sells mène-t-il pour se vanter? A-t-il oublié certains détails ou les confond-il? Cette incertitude prolonge la tension au-delà de sa capture. Le monstre est en cage, mais l'ombre de ses crimes continue de planer, laissant une question obsédante et sans réponse définitive. Combien de vies a-t-il vraiment détruites? L'exploration de la psychologie de Tommy Lynn Sells révèle un esprit déformé par une psychopathie profonde. Les diagnostics post-arrestation ont mis en lumière une personnalité antisociale, avec des traits narcissiques et sadiques prononcés. Le trait le plus effrayant était son absence totale d'empathie et de remords. Pour lui, ses victimes n'étaient pas des êtres humains avec des vies, des familles et des rêves. Elles n'étaient que des objets, des instruments pour la satisfaction de ses pulsions. Son sadisme n'était pas seulement une soif de tuer, mais un besoin de domination absolue, une manière de renverser le sentiment d'impuissance qu'il avait défini durant son enfance. Sa vie nomade n'était pas une simple fuite, mais l'écosystème parfait pour sa prédation. L'anonymat constant lui permettait de se détacher de ses actes, chaque meurtre étant une transaction violente et impersonnelle, rapidement laissée derrière lui sur la route. La société elle-même a joué un rôle involontaire dans la création de ce monstre. La trajectoire de Sells commence dans un foyer brisé, marqué par des abus et une négligence systémique. On est en droit de se demander si une intervention précoce des services sociaux aurait pu changer son destin. Comment un enfant peut-il endurer de tels traumatismes sans que personne ne voie les signes avant-coureurs? Son histoire expose les failles d'un tissu social qui, à l'époque, manquait de ressources ou de volonté pour s'occuper des enfants les plus vulnérables. La douleur et la rage de Sells ont pu grandir en silence, sans aucune soupape de sécurité, ni aucun soutien psychologique. Sans vouloir excuser ses crimes, il est crucial de comprendre que le mal ne naît pas dans le vide.
Il prend souvent racine dans les terres abandonnées de l'enfance, là où la société a échoué à protéger et à guérir. L'impact social des crimes de Sells fut immense, car il a brisé une croyance fondamentale, la sécurité de son propre foyer. Contrairement à d'autres tueurs en série qui suivaient un schéma de victimisation précis, Sells était le chaos incarné. Il frappait au hasard, attaquant des familles, des enfants, des femmes et des hommes sans distinction. Cette imprévisibilité a semé une panique généralisée. Soudain, n'importe qui pouvait être une cible. Dans les petites villes du cœur de l'Amérique, les gens se sont mis à verrouiller leurs portes, à regarder les étrangers avec méfiance. Il n'a pas seulement ôté des vies, il a assassiné le sentiment de confiance et de sécurité qui cimente les communautés. Il est devenu l'incarnation du croque-mitaine, la preuve tangible que l'horreur pouvait s'inviter dans la plus ordinaire des vies, sans rime ni raison. La capacité de Sells à tuer pendant près de 2 décennies, sans être arrêté, expose également les limites institutionnelles des forces de l'ordre de l'époque. Dans les années 80 et 90, la communication entre les services de police des différents États était souvent lente et inefficace. Il n'existait pas de base de données nationale centralisée pour suivre les criminels violents itinérants. Ainsi, le meurtre des Dardine en Illinois et l'attaque de Del Rio au Texas ont été traités comme des tragédies locales distinctes, sans qu'aucun lien ne soit établi entre elles. Sells a exploité cette fragmentation du système judiciaire à son avantage, sachant qu'en traversant simplement une frontière d'État, il devenait pratiquement invisible. Son cas a servi de catalyseur, démontrant la nécessité urgente de programmes comme le VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, pour traquer ce nouveau type de prédateur moderne. À l'opposé de la psychologie destructrice de Sells se trouve la force mentale et la résilience de Crystal Searle. Comment une enfant de 10 ans, après avoir subi une attaque d'une telle brutalité et vu son ami se faire assassiner, a-t-elle pu trouver les ressources pour survivre? Sa décision de faire la morte n'était pas seulement un réflexe, mais un acte de calcul et de maîtrise de soi extraordinaire. Sa course désespérée vers la maison du voisin était la manifestation d'une volonté de vivre indomptable. L'étude de sa psychologie est celle d'un traumatisme profond, mais aussi d'un courage qui défie l'entendement. Elle n'est pas seulement une survivante, elle est devenue un agent de la justice, transformant sa tragédie personnelle en l'arme qui a mis fin au règne de terreur de Sells. Son histoire nous interroge sur les ressorts insoupçonnés de l'esprit humain face à l'horreur absolue. Le point culminant de cette traque infernale se déroule dans l'enceinte solennelle d'un tribunal texan. Le procès de Tommy Lynn Sells pour le meurtre de Kayleen Harris et la tentative de meurtre de Crystal Searle n'est pas une quête de l'identité du coupable, mais une confrontation directe avec le mal. L'atmosphère est électrique, chargée du chagrin de la famille Harris et de la curiosité morbide des médias. Le moment le plus intense survient lorsque Crystal Searle, alors âgée de 11 ans, est appelée à la barre. Petite silhouette fragile, mais d'une bravoure monumentale, elle s'avance d'un pas déterminé, d'une voix claire et sans la moindre hésitation. Elle lève la main, pointe son doigt vers l'accusé et déclare « C'est lui, c'est l'homme qui a tué mon ami ». Dans le silence de la salle d'audience, son courage fait face à l'impassibilité glaciale de Sells, créant un moment de pure catharsis où la justice commence enfin à reprendre ses droits. Après ce témoignage poignant, le dénouement judiciaire s'accélère. Les délibérations du jury sont courtes. Le verdict tombe comme un couperet, chaque mot résonnant dans la salle. Coupable. Un soupir de soulagement collectif parcourt les bancs où sont assises les familles des victimes. Pour la famille Harris, c'est la reconnaissance officielle de leur perte. Vient ensuite la phase de détermination de la peine. La défense plaide les circonstances atténuantes d'une enfance traumatique, mais face à la brutalité des faits et à l'absence de remords de Sells, l'issue est inévitable. Le juge prononce la sentence, la peine de mort. Dans la salle, les larmes silencieuses de la famille Harris contrastent avec le visage vide et sans expression de Sells. Le système judiciaire, qui avait été si longtemps impuissant, venait de rendre son jugement ultime, scellant le destin du prédateur et offrant une forme de clôture légale à des années de terreur. Cependant, le verdict ne met pas fin à la douleur. Pour les familles, les conséquences se propagent bien au-delà du tribunal. Pour les Harris, la justice ne ramènera jamais leur fille Kayleen. Le soulagement du verdict est mêlé à la peine perpétuelle d'une vie volée, un vide qui ne sera jamais comblé. Pour Crystal Searle, la survivante héroïque, le chemin est tout autre.
Elle doit apprendre à vivre avec les cicatrices, visibles et invisibles. Célébrée comme une héroïne, elle reste une enfant qui doit reconstruire son sentiment de sécurité et surmonter un traumatisme d'une violence inouïe. Le dénouement du procès n'est pas une fin en soi, mais le début d'un long et difficile processus de guérison. Il met en lumière la réalité brutale, que pour les victimes et leurs proches, les crimes laissent des blessures qui durent toute une vie, bien après que les caméras se soient éteintes. Pendant plus d'une décennie, Tommy Lynn Sells a attendu dans le couloir de la mort. Cette période ne fut pas une attente silencieuse, mais une dernière scène pour sa personnalité narcissique. Depuis sa cellule, il accordait des interviews, se vantant de dizaines d'autres meurtres, jouant avec les enquêteurs et les médias, tantôt confessant, tantôt se rétractant. Il restait une figure de fascination macabre, un monstre en cage dont la voix portait encore. Pour les familles de ces nombreuses victimes présumées, cette attente était une agonie prolongée. Finalement, le 3 avril 2014, le dernier chapitre s'est écrit. L'exécution de Sells par injection létale s'est déroulée sobrement. Pour beaucoup, ce fut le véritable point final, le moment où l'homme qui avait causé tant de souffrance a été réduit au silence pour toujours, apportant une paix tardive, mais nécessaire à ceux qui avaient survécu à son passage. Le dénouement de l'affaire Sells dépasse sa seule personne et laisse un héritage durable. Son cas est devenu un exemple tristement célèbre, illustrant les failles critiques de la coopération inter-États et la nécessité de bases de données criminelles nationales. Il a forcé les agences de police à réévaluer leurs méthodes de suivi des criminels itinérants, menant à des réformes significatives pour éviter qu'un tel prédateur puisse à nouveau agir en toute impunité pendant si longtemps. L'histoire de Tommy Lynn Sells est donc celle d'une tragédie qui a, à son corps défendant, contribué à renforcer le système. Mais le véritable héritage de cette affaire reste double. D'un côté, le souvenir glaçant de la violence aléatoire, et de l'autre, l'image inspirante de Crystal Surle, la petite fille qui a survécu à l'enfer et qui, par son courage, a vaincu le monstre. L'histoire de Tommy Lynn Sells est un rappel sombre et troublant de la fragilité de notre sécurité et de l'existence d'une obscurité parfois inexplicable au sein de la nature humaine. Elle nous force à regarder en face la capacité du mal à surgir sans raison, à dévaster des vies ordinaires et à ébranler nos certitudes les plus profondes. Cependant, réduire ce récit à la seule chronique de son règne de terreur serait incomplet, car face à cette noirceur absolue, une lumière a jailli, celle du courage indomptable de Crystal Surle. Son histoire est la preuve que même dans les abysses de l'horreur, la résilience et la force de l'esprit humain peuvent non seulement survivre, mais aussi affronter le mal et le vaincre. Ce cas nous laisse avec une question fondamentale. Comment célébrer la force qui guérit et rend justice, tout en restant vigilant face aux failles sociales qui permettent aux monstres de se développer dans l'ombre?